Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite. Guerre nucléaire antique. Au début des années 20, des archéologues pakistanais ont fait une découverte révolutionnaire. Les villes en ruine de Mohenjo-Daro et d'Harappa. Ces villes étaient au cœur de la civilisation de la vallée de l'Indus, florissante il y a 4000 ans. La vallée de l'Indus était remarquablement avancée, rivalisant avec l'Égypte et la Mésopotamie antique. Ces villes présentaient une planification urbaine très sophistiquée et des équipements comparables à la grandeur des villes égyptiennes. Ils disposaient même de salles de bain avec toilettes, un système efficace d'évacuation des eaux usées et des citernes pour l'eau potable faisaient partie de leurs merveilles. Et Mohenjo-Daro, en particulier, se distinguait par ses bains publics géants perchés sur une citadelle élevée, offrant une vue imprenable sur les toits de la ville. Construites à partir de briques, de mortiers et de matériaux provenant du désert environnant, ces villes étaient de véritables merveilles d'ingénierie et d'architecture. Cependant, durant les années 1950, Sir Mortimer Wheeler, un des archéologues travaillant sur le site de Mohenjo-Daro, a proposé une théorie très sinistre pour expliquer la fin très violente de la civilisation. Selon ces théories, la civilisation de l'Indus a été victime d'une invasion indo-aryenne qui l'aurait anéantie au cours du deuxième millénaire avant notre ère. Et les corps disséminés dans la ville semblent accréditer la thèse du massacre. D'autres ont suggéré que le choléra, les crues soudaines ou les famines étaient des causes potentielles. Cependant, une théorie très intrigante est apparue, celle d'une explosion massive. Le chercheur indien et britannique David Davenport, après une décennie d'études des écritures hindoues, a présenté des preuves dans son livre Atomic Destruction in 2000 BC, Destruction atomique en 2000 avant notre ère. Des objets fusionnés par une chaleur intense atteignant les 1482 degrés Celsius ont éveillé les soupçons. Une zone d'explosion avec des briques fondues laissait supposer une poussée de chaleur qui ne provenait ni d'un volcan, car il n'y en a pas, ni d'une météorite, car il n'y a pas d'impact, et selon lui, la seule explication possible est une guerre nucléaire. Pour certains, cette théorie établit un parallèle avec l'ancienne épopée hindoue, le Mahabharata, qui décrit ce qui pourrait être interprété comme une arme nucléaire, un éclair de fer réduisant en cendres une race entière. Mais l'origine et le détenteur d'une telle arme restent un mystère, tout comme l'origine du feu qui a fusionné les roches et les briques de Mohenjo-Daro. Les têtes de pierre du mont Nemrut. Les têtes de pierre du mont Nemrut, en Turquie, sont pour le moins spectaculaires, mystérieuses et obsédantes. À plus de 1800 mètres d'altitude et surplombant des ruines millénaires, le sanctuaire funéraire du roi Antiochos Ier est en ruine. Ces têtes de pierre avaient autrefois des corps, mais la plupart de leurs statues ont été réduites à l'état de ruine il y a bien longtemps. Ces anciennes représentations de dieux grecs et perses sont brisées, mais leurs têtes subsistent encore. Et il semblerait que ce soit un véritable miracle alors que tout a été détruit. Mais les têtes en pierre restent toujours debout, comme si elles attendaient le retour de leurs adorateurs. Le roi Antiochos Ier était le roi du royaume de Commagène au 1er siècle avant notre ère. C'était un tout petit royaume, une sorte d'état tampon entre deux énormes puissances, celle de Rome et de la Perse. Mais le royaume n'a pas duré éternellement. Il est resté indépendant jusqu'en 17 de notre ère, date à laquelle il a été conquis par l'empereur romain Tibère. Et bien qu'il soit incroyablement riche et doté d'un très grand pouvoir, le royaume de Commagène décline à mesure que les Romains le tiennent sous leur coupe. Mais bien avant tout cela, en 62 avant Jésus-Christ, Antiochos a construit son mausolée personnel comme un très grand sanctuaire pour lui-même de lui-même, et ce, au point le plus élevé du nord de la Mésopotamie. Et il a fait construire de très grandes statues de tous les dieux les plus importants vénérés par le peuple qui, du fait de sa situation géographique, coincé entre deux cultures, avait un mélange de croyances issues de la mythologie perse et de la mythologie grecque. Et les statues du sanctuaire étaient énormes, certaines s'élevant à près de 10 mètres de haut et pesant plus de 6 tonnes chacune. Elles ont été découvertes en 1881 par un explorateur allemand curieux qui a escaladé la montagne. Mais ne deviendront célèbres que durant les années 50 et seront déclarées patrimoine mondial de l'UNESCO en 1987.
Et parmi les statues brisées du sanctuaire, il y en a une qui représente le roi Antiochos Ier, et on trouve aussi deux aigles, Zeus, le dieu zoroastrien Ahura Mazda, Hercule, Apollon, Mitra, Tyché et bien d'autres. C'est l'un des exemples les plus phénoménaux de la rencontre de l'Orient et de l'Occident avec des dieux manifestement grecs, habillés de vêtements persans. Des structures sur la Lune. Et si la Lune était une ancienne structure créée par une intelligence extraterrestre? C'est la question que se sont réellement posée des scientifiques soviétiques dans les années 70. Mikhail Vazin et Alexander Sherbakov ont publié un article discutant de la possibilité que la Lune ait été créée par des créatures extraterrestres ou au moins par une intelligence extraterrestre. Ces scientifiques ont avancé un argument très étrange et controversé pour étayer leur théorie. Ils suggèrent que des machines massives ont été utilisées pour faire fondre la roche à l'intérieur de la Lune, formant des tunnels souterrains et poussant des déchets fondus vers la surface. La Lune était alors préservée par une coquille inférieure faite de métal lunaire. En tout cas, c'est leur théorie. Et selon cette même théorie, l'intelligence extraterrestre aurait transformé la Lune en une sorte de vaisseau métallique dont l'intérieur est creusé et dont la surface rocheuse extérieure ressemble exactement à celle d'une roche spatiale. Ils seraient ensuite montés dans leur vaisseau, l'auraient conduit à travers l'univers et l'auraient placé en orbite autour de la Terre. Et certes, cette idée semble complètement folle, mais elle a été proposée par deux éminents scientifiques de l'Académie soviétique des sciences. Ils étaient au moins quelque peu intrigués par la possibilité que la Lune soit une création artificielle d'une intelligence étrangère à la Terre. Bien sûr, ils n'ont pas pu prouver grand-chose avec leur étude, mais nous savons que l'idée n'a jamais été abandonnée. La NASA publie de nombreuses photographies de la Lune, et à chaque fois, les gens pensent qu'ils ont aperçu ce qui semble être des structures cachées, masquées par le terrain rocailleux. Et l'une de ces structures a été découverte à l'intérieur du cratère Cabeus. Il s'agirait d'une structure rectangulaire qui ressemblerait exactement à ce que l'on pourrait attendre d'une base lunaire. Et la NASA n'a jamais confirmé aucune de ces théories et aucune structure ancienne officielle n'a jamais été découverte sur la Lune. D'un point de vue scientifique, la Lune n'est pas creuse et n'est pas une création extraterrestre. Mais pour certains, il est évident que c'est toujours amusant de le penser. Biface. Il y a environ 300 000 ans, dans l'Europe préhistorique, on utilisait un biface géant, une sorte de hache à main qui servait à découper les proies en morceaux et à transformer la chair. Et toute une collection de ces anciennes haches à main au biface a été découverte à Puerto Mayor, en Espagne. Et des analyses en laboratoire ont déjà prouvé que ces outils surdimensionnés étaient utilisés pour traiter des matériaux durs, comme le bois, et pour travailler les carcasses d'animaux. Mais ces outils en particulier sont très inhabituels, car ils sont environ 2 fois plus grands que la plupart des bifaces utilisés par les premiers Homo sapiens et nettement plus grands que les outils utilisés par les Néandertaliens. Chris Lepre, de l'université Rogers, suggère que les personnes qui utilisaient ces haches à main préhistoriques étaient appelées Homo sapiens archaïques. Ils étaient peut-être très proches des Néandertaliens, pas tout à fait des hommes modernes, mais juste à la frontière entre les deux. Toutefois, cela n'explique en rien pourquoi ce groupe particulier d'humains, que l'on pense appartenir à la culture acheuléenne, utilisait d'énormes outils. Cela n'est pas vraiment logique, surtout quand on sait que d'autres hommes préhistoriques, présents en Espagne à la même époque, utilisaient des outils de taille ordinaire. Cela a même amené certains à se demander s'il n'existait pas en Espagne à l'époque des êtres humains préhistoriques exceptionnellement grands. Et étant donné que nous n'avons pas de corps à examiner et qu'il ne reste rien d'autre que leur hache à main géante, l'idée a fait son bout de chemin. Mais le docteur Lepre a déjà rejeté l'idée de géant, déclarant qu'une telle notion était absurde. Les chercheurs affirment plutôt que des populations humaines distinctes ont coexisté entre 773 000 ans et 125 000 ans. Et il se trouve que les hommes de Puerto Mayor fabriquaient des outils beaucoup plus grands que nécessaire, comme s'ils avaient des mains 2 fois plus grandes que les nôtres. Et les plus anciens outils connus de la science proviennent d'Éthiopie et ont été fabriqués il y a 2,6 millions d'années. Puis, il y a environ 1,76 million d'années, la période de la technologie des outils acheuléens a commencé. Et jusqu'à il y a 136 000 ans, les hommes utilisaient principalement des bifaces en silex et en quartzite.
Ensuite, il y a environ 50 000 ans, les Néandertaliens ont commencé à créer des grattoirs, des tranchoirs, des aiguilles en os et en pierre. Puis sont apparus les hameçons, les boutons et tout s'est enchaîné. Il y a 300 000 ans, les haches à main ou les bifaces n'étaient pas rares, mais ils mesuraient généralement environ 15 cm de long. Les haches à main géantes de Puerto Mayor sont presque 2 fois plus grandes et semblent être les seuls bifaces géants jamais retrouvés. La plage de pétroglyphes. Le Petroglyph Beach State Historic Park, situé à Wrangell en Alaska, est un endroit très mystérieux qui se trouve dans une ville insulaire. Et la plage est jonchée de gravures rupestres avec plus de 40 gravures. Il s'agit de la plus grande concentration de pétroglyphes en Alaska et peut-être l'une des plus importantes dans le monde entier. Et les pétroglyphes ont été créés il y a 8000 ans par les Tlingits, un groupe d'autochtones d'Alaska qui vit encore aujourd'hui dans le sud-est de l'archipel. Mais la vérité sur les pétroglyphes reste encore un mystère. À l'entrée de la plage, une affiche vous donne quelques suggestions. L'affiche affirme que les pétroglyphes ont pu être utilisés pour un grand nombre de raisons. Ils auraient très bien pu servir de marqueurs territoriaux avertissant les ennemis de ne pas empiéter sur les terres occupées. Ils peuvent également avoir été utilisés pour commémorer des événements très importants. Peut-être un raz-de-marée ou une très grande bataille qui s'est déroulée sur la plage. Les pétroglyphes peuvent également avoir été dessinés comme des formes imaginaires pour inciter les poissons à nager dans l'embouchure de la rivière afin d'approvisionner les Tlingits en nourriture chaque année. Mais quels que soient ces symboles, Nicolas Schmack, du département des ressources naturelles de l'Alaska, affirme qu'ils sont uniques au sud-est de l'Alaska. La dure réalité est que nous ne savons pas à quoi servaient les pétroglyphes. Et même aujourd'hui, il est très difficile de les repérer car ils disparaissent progressivement avec le va-et-vient des marées et des vagues. Et les chercheurs affirment même qu'il y avait beaucoup plus de pétroglyphes à l'époque, mais ils ont été effacés par des milliers d'années d'érosion, et c'est d'ailleurs un miracle qu'il en reste encore. La pierre de Goldenstein. La pierre de Goldenstein, en Allemagne, est un très grand mystère. Elle se trouve dans la Sarre et a été construite il y a 4000 ans comme un gigantesque menhir. Elle est tout bonnement considérée comme la plus grande pierre dressée d'Europe centrale et l'une des plus grandes d'Europe. Cependant, nous savons très peu de choses à son sujet. Le monument a été clairement construit en grès clair, façonné à la fin de la période néolithique, vers 2000 ans avant notre ère. Et la pierre est restée parfaitement stable et largement intacte, en tout cas jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Lorsque la guerre a éclaté, l'Allemagne nazie craignait que la pierre de Goldenstein ne serve de point de repère aux attaques de l'artillerie française. Et pour la première fois depuis la préhistoire, la pierre de Goldenstein a été enlevée en 1939. Les soldats ont creusé une fosse géante, l'ont remplie de paille et ont essayé d'y cacher la pierre. Mais ils ont commis une énorme erreur. Les soldats n'ont pas creusé une fosse assez grande. Et lorsqu'ils ont tenté de placer délicatement le menhir dans le sol, sur son lit de paille, il a heurté le bord du trou. Le choc a été tellement violent que la pierre s'est brisée en 4 morceaux principaux et trop de petits fragments pour être comptés. La pierre a été remise debout en 1951. Et ce n'est pas tout à fait la même chose de savoir qu'un monument ancien a été démonté et remonté. Mais en réalité, c'est ce qui s'est passé pour plusieurs monuments d'Europe durant la Seconde Guerre mondiale. Et en 2002, des experts ont restauré la pierre pour qu'elle soit aussi propre et belle qu'elle était il y a des milliers d'années. Mais il reste encore beaucoup de mystères à élucider. Une grande croix est gravée dans le monument et personne ne sait comment elle est arrivée là. Des chercheurs ont supposé qu'elle avait été créée par un culte chrétien au 19e siècle, mais personne n'est vraiment sûr. Il y a également une figure humaine gravée dans la pierre qui ressemble au dieu celte de la météo, Taranis. Personne ne sait non plus quand elle a été réalisée ni d'où vient le nom du monument. Les archives historiques montrent que dans les années 1500, la pierre portait déjà le même nom, mais rien d'autre n'a jamais été écrit. Nous n'avons donc aucune idée sur l'origine de ce nom. La statue d'Ebi Hill. La statue d'Ebi Hill n'a pas l'air très spectaculaire. Il s'agit d'une petite statue de 51 cm de haut, faite de gypse massif. Mais l'histoire qui se cache derrière est indéniablement passionnante.
Cette petite statue a été retrouvée dans le temple d'Ishtar, dans la ville oubliée de Mari, par l'archéologue français André Parrot dans les années 1930. La tête a d'abord été découverte dans la cour extérieure du temple, à quelques mètres de là où se trouvait le corps. Et juste à côté se trouvait une autre statue du roi Lamgui Mari. Mais ce qui rend cette statue si spectaculaire, c'est la complexité avec laquelle elle a été sculptée il y a 4400 ans. Il ne faut pas s'y tromper, cet objet est très ancien. Elle provient de la cité-État de Mari, sur les rives de l'Euphrate, en Mésopotamie. La statue d'Ebi-Il a été fabriquée avec un savoir-faire très méticuleux. Ses yeux, ses expressions faciales, sa tête, sa barbe, tout. La statue porte même une dédicace gravée sur son épaule en écriture proto-cunéiforme. Elle donne le nom d'Ebi-Il, surintendant dédié à Ishtar Virile ou Ishtar Viril. Il était certainement un prêtre au temple d'Ishtar. Et la statue le montre assis paisiblement sur un hamac d'osier. Les mains jointes comme pour prier, il semble sourire un peu. Sa police est en albâtre translucide et ses yeux sont en lapis lazuli importé d'Afghanistan. Mari est apparue en Syrie au début de l'âge du bronze. Elle a probablement été fondée comme un petit centre commercial qui fournissait du cuivre et du bronze à Babylone et à d'autres villes bien plus importantes. Et en raison de sa proximité avec les montagnes du Taurus, le peuple de Mari était riche en ressources. Et pendant près de 1200 ans, ils ont été le moteur industriel du nord de la Mésopotamie. Cependant, vers 1760 avant notre ère, Hammurabi de Babylone détruisit leur ville, et personne ne l'a jamais réoccupée. Et la ville de Mari s'est donc peu à peu dégradée jusqu'à disparaître. En réalité, les 2/3 des restes de la ville ont été emportés par la crue du fleuve et il n'en reste aujourd'hui qu'une infime partie. Toute découverte est donc une énorme victoire pour les archéologues. La nécropole royale. Nakhché Rostam est l'un des sites archéologiques les plus phénoménaux d'Iran. Et pourtant, beaucoup de gens n'ont aucune idée de son existence. C'est là que se trouvent les monuments construits à la gloire des anciens rois des dynasties achéménides et sassanides. Entre 500 avant notre ère et 400 de notre ère, tous les plus grands souverains perses ont été commémorés ici. Et la ville n'est qu'à une courte distance en voiture de Persépolis, occupée depuis 1000 ans avant notre ère, lorsque les Élamites ont sculpté les visages des rois dans les rochers du désert. Les tombes des rois ont été creusées dans les parois rocheuses à plusieurs mètres au-dessus du sol. Et contrairement à la vallée des rois en Égypte, où les tombes ont été creusées dans les tunnels profonds sous les formations désertiques, ici, les tombes se trouvent au-dessus. Elles ont été taillées dans les parois rocheuses brutes, de sorte que quiconque qui voulait piller les tombes devait se munir d'un grappin. La façade de chaque tombeau a été sculptée en forme de croix simple, le point le plus haut se trouvant à environ 21 mètres du sol. Les 4 tombes principales appartiennent aux 4 souverains les plus célèbres de la Perse antique. Darius Ier le Grand, il est suivi de Xerxès le Ier, Artaxerxès Ier et enfin Darius II à partir de 423 avant notre ère. Ces tombes représentent un siècle de rois puissants qui ont fait de la Perse une force indomptable. Les falaises entourant les tombes sont également décorées de bas-reliefs représentant des événements célèbres et les plus grands triomphes des Perses. Par exemple, le bas-relief de Shapur Ier célébrant sa victoire contre 2 empereurs romains au IIe siècle de notre ère. Et même si la nécropole n'a servi qu'à enterrer 4 rois, elle a continué à être utilisée pour rendre hommage à des événements modernes très importants. L'Homme de Storr. Loin, au nord des Highlands écossais, se trouve une île appelée l'île de Skye. C'est un endroit magnifique qui vous donne l'impression d'avoir été téléporté dans un paysage vaste et vide qui était autrefois gouverné par des géants. On y trouve des montagnes, des mares féeriques et des champs vallonnés qui s'étendent à l'horizon. Et au milieu de ce paysage sauvage se trouve un élément géologique appelé le Vieil Homme de Storr. Au sommet d'une petite montagne, une colonne de pierre perce le ciel. Et bien qu'il s'agisse d'un rocher ordinaire, des légendes datant du Xe siècle affirment le contraire. Les anciens Britanniques associaient presque tout ce qu'ils voyaient à la magie. Ils n'avaient pas d'explication scientifique pour les volcans, les glaciers ou tout autre phénomène naturel, et attribuaient donc ce qu'ils voyaient à la magie et au paranormal.
Et parmi les explications les plus simples, on trouve les géants, les fées et un royaume magique parallèle au monde physique. Les gens croyaient que le vieil homme de Store était un véritable géant piégé dans une coquille de roche. Et la façon dont il est arrivé là est l'une des légendes les moins dramatiques que vous ayez jamais entendues. Un grand géant marchait un jour dans un paysage aride, soudain il est tombé et est mort. Et c'est tout. Voilà. La terre aurait progressivement recouvert le corps du géant jusqu'à ce qu'il soit complètement enterré. Et on dit que le vieil homme de Store, le pilier de roche, est l'un de ses doigts qui dépasse du monticule sous lequel il serait enterré. Et pour les esprits les plus mal tournés d'entre vous, il existe véritablement une autre version de l'histoire, un tout petit peu plus vulgaire. Les gens disant que ce n'est pas son doigt, mais quelque chose d'autre. Pas besoin de vous faire un dessin. Homère et la guerre de Troie. L'une des légendes les plus contestées est celle de la guerre de Troie. Les historiens sont divisés sur ce qui s'est réellement passé entre les Grecs et les Troyens il y a près de 3500 ans. La première chose à savoir est que presque tout ce que les experts savent sur Troie, la guerre et le légendaire cheval de Troie vient d'Homère. Homère est celui qui a écrit l'histoire de la guerre de Troie dans son livre l'Iliade, rédigé aux alentours du 9e siècle avant Jésus-Christ. Homère lui-même est une sorte d'énigme historique. Personne ne sait exactement d'où il vient ou ce qu'il a fait, et il existe plusieurs récits contradictoires sur lui et sa vie. Certains disent qu'il était aveugle et qu'il est né quelque part sur la côte ouest de l'actuelle Turquie. Mais quoi qu'il en soit, grâce à ses œuvres, l'Iliade et l'Odyssée, Homère est devenu l'écrivain le plus influent du monde antique. Mais Homère a véritablement vécu près de 500 ans après les événements de la guerre de Troie. Ce simple fait réduit considérablement sa fiabilité. Il y a 3500 ans, les archives n'étaient pas des plus fiables et Homère ne disposait pas non plus d'internet ou de bibliothèques à foison pour rechercher des détails. Et si les personnages de cette histoire étaient réels et si les événements s'étaient réellement produits, Homère aurait pu en prendre connaissance grâce à des parchemins qui étaient déjà anciens à l'époque de sa naissance. Ou bien il aurait amassé ses connaissances à partir de légendes qui ne sont guère fiables. Et vous connaissez sans doute déjà les détails de la guerre. Le prince de Troie, Paris, a volé la femme de Ménélas, le roi de Sparte, pour en faire la sienne. Et vous la connaissez déjà car il s'agit de la célèbre Hélène de Troie. Les Grecs ont alors lancé une campagne de vengeance contre les Troyens qui a duré 10 longues années. Les dieux ont été impliqués ainsi que de grands héros comme Ulysse et Achille. Mais en fin de compte, les Grecs n'ont pas réussi à franchir les murs de Troie. Ils ont alors concocté un plan et envoyé l'un des plus célèbres subterfuges de l'histoire, le cheval creux, le célèbre cheval de Troie, à l'intérieur duquel étaient cachés des soldats. Ils se sont ensuite glissés hors du cheval pendant la nuit et ont massacré les Troyens, mettant ainsi fin à la guerre. Mais est-ce que cela s'est-il vraiment produit? La réponse est sans conteste, peut-être. Les archives historiques montrent qu'Alexandre le Grand lui-même s'est arrêté pour visiter les ruines de Troie sur son chemin vers l'Asie. Et pendant des années, après la fin de la guerre, la région de Locride, en Grèce, a envoyé ses prêtresses au temple d'Athéna et aux ruines de Troie pour expier les fautes commises par leurs ancêtres. En fait, il s'agissait de sortes d'excuses pour les crimes de guerre. Et au moment où Homère a commencé à écrire son histoire, la guerre de Troie était déjà une légende bien établie dans toute la Grèce. Mais qu'en est-il des preuves matérielles? Et au 19e siècle, l'archéologue allemand Heinrich Schliemann a découvert des ruines de ce qu'il croyait être la ville de Troie dans l'actuelle Turquie. Schliemann a même affirmé avoir trouvé un trésor appartenant à Hélène, l'épouse volée qui a déclenché la guerre. Et les fouilles menées ces dernières années ont confirmé qu'il s'agissait bien de la ville de Troie. Il est donc clair que la ville a existé, mais les détails exacts de la guerre sont toujours entourés d'incertitudes. Selon de nombreux experts, Troie a été attaquée par les États grecs au XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Il ne s'agissait sans doute pas d'une bataille épique de près de 10 ans, mais plutôt d'un massacre brutal aux mains des pillards. Le Grand Déluge. Beaucoup de gens connaissent le mythe de Noé et du déluge biblique. Mais ce que la plupart d'entre eux ignorent, c'est qu'il existe un mythe très similaire dans les légendes chinoises. Il s'agit du mythe de déluge de Gunyu. Et tout comme le mythe du déluge biblique, il est fort possible qu'il s'agisse d'un événement historique réel. Il existe plusieurs versions du mythe, mais la plus populaire met en scène l'Empereur Jaune, l'un des personnages les plus mystérieux de la tradition chinoise. L'Empereur Jaune a régné sur la Chine il y a environ 4400 ans.
Et pour vous donner un ordre d'idée, c'est à cette même période que les Égyptiens bâtissaient des pyramides. L'empereur avait un petit-fils nommé Gun qui vola une partie de la terre magique de l'empereur, utilisée pour absorber l'eau qui se déversait des rivières et inondait les cultures. Une énorme inondation aurait détruit la Chine, emportant les maisons, tuant des gens et ruinant les récoltes. L'humanité n'a pas été anéantie, mais le paysage a été gravement endommagé par l'eau. Gun a utilisé le sol magique pour aider les gens, mais l'empereur jaune l'a découvert et se serait mis en colère. Il fut alors tué Gun pour son vol. Et Yu, le fils de Gun, promit alors sa loyauté à l'empereur et demanda poliment à utiliser la terre magique. Et l'empereur jaune lui en aurait alors donné, puis, avec l'aide d'une tortue magique et d'un dragon, ça ne s'invente pas, Yu détourna les eaux des rivières, creusa des canaux et créa des lacs artificiels. Et cette interprétation en particulier du mythe du déluge reste très intéressante parce qu'il ne s'agit pas d'un grand événement causé par un dieu en colère, elle semble détailler quelque chose qui s'est réellement produit et qu'il fallait réparer. Il n'y a pas de consensus sur la question de savoir si un déluge a balayé le monde. Cependant, de très nombreux experts s'accordent à dire que pour que le mythe du déluge soit aussi répandu dans toutes les cultures, il est probable qu'il y ait eu une sorte de déluge. Et le mythe chinois en est l'un des seuls exemples qui ne dramatise pas le déluge comme un événement qui mettait fin au monde. L'île disparue. Les îles Salomon se trouvent dans l'ouest de l'océan Pacifique Sud et leurs habitants racontent une histoire qui n'est pas sans rappeler le récit légendaire de l'Atlantide. Cette histoire a été chuchotée d'une oreille à l'autre depuis des générations. On raconte qu'un jour, une île remplie de gens a été complètement balayée par la mer et détruite. Il s'agit d'une légende qui, selon les scientifiques, s'est réellement produite. Et c'est donc une véritable légende de type atlantéen. Et la légende raconte que sur l'île de Teoni-Manu, il y avait une très belle femme qui en avait assez de son mari. Elle vivait sur Teoni-Manu, mais son mari venait d'un autre îlot. Elle en eut assez de ses bêtises et le quitta pour un autre homme. Bouleversé et le cœur brisé, l'homme éconduit chercha de l'aide auprès d'un chaman. Il acheta une malédiction de vagues qui lui permettrait d'invoquer une énorme vague et de noyer tous les habitants de l'île de son ex-femme. Il était vraiment dégoûté de cette fétège. Il passa ensuite devant l'île en canoë et lança la malédiction. Et le lendemain, le mari bafoué monta sur la plus haute colline qu'il put trouver sur sa propre île pour assister à la destruction de Teoni-Manu. Et c'est ainsi qu'une série d'énormes vagues s'écrasèrent sur la petite île jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Cela ressemble à un conte. Et peut-être que certaines parties sont fantaisistes, mais les scientifiques savaient exactement où Teoni-Manu se trouvait autrefois. Il s'agissait d'une véritable île située entre les îles d'Ulawa et d'Alilite, et la formation sous-marine de l'Arc Shoal marque l'endroit exact où Teoni-Manu se tenait autrefois au-dessus de l'eau. Les scientifiques pensent qu'elle a été perdue dans les vagues à la suite d'une activité tectonique il y a des centaines d'années. La destruction de l'île n'est sans doute pas due au chagrin d'un homme, mais il est tout à fait possible que l'île ait coulé brusquement et que tous ses habitants se soient noyés. L'éruption de Kinara. Le volcan Kinara, en Australie, a littéralement explosé il y a près de 7000 ans, comme l'a confirmé une équipe de scientifiques de l'université de Glasgow et d'une poignée d'autres institutions. Les scientifiques se sont servis de techniques de datation de roches pour déterminer l'époque exacte à laquelle l'éruption a eu lieu. Et la raison pour laquelle je vous en parle est que depuis près de 7000 ans, les aborigènes racontent des histoires sur ce qui s'est passé le jour de l'éruption. Jusqu'à présent, ces histoires étaient considérées comme des légendes stupides. La légende a été transmise par près de 230 générations et a donc probablement changé plusieurs fois au fil des ans. Mais la version la plus complète est qu'il y a eu une grande explosion de feu et de fumée, et elle aurait été si intense que les gens se seraient perdus dans un nuage impénétrable de poussière et de gaz toxiques. Ils sont morts dans cet horrible nuage de poussière, tandis que la Terre s'est vidée de son feu dans des fleuves épiques. Cela ressemble à s'y méprendre à la description d'une éruption volcanique, et les scientifiques pensent que la lave volcanique a jailli de l'entrée de la montagne et s'est écoulée dans les cours d'eau. Il aurait ruisselé dans les vallées fluviales et donné l'impression que le monde était en train de brûler.
Et si vous viviez dans une grotte en Australie il y a près de 7000 ans et que vous assistiez à une telle dévastation, vous inventeriez sans doute vous aussi des légendes à ce sujet. Et ce qui est vraiment remarquable dans cette histoire, c'est que ces légendes ont continué à être racontées pendant une si longue période. Aujourd'hui, les scientifiques ont enfin confirmé que les aborigènes ont réellement assisté à une éruption. Comme quoi, l'héritage d'une culture orale peut s'avérer aussi véridique que celui d'une culture écrite. Milan de Crotone. Il y a 2500 ans, dans la Grèce antique, un lutteur s'appelait Milan de Crotone. La légende dit qu'il était l'homme le plus fort qui ait jamais vécu. Milan était un véritable Hercule, du moins c'est ce que les histoires semblent suggérer. Milan était originaire de la Magna Graecia, ou bien la Grande Grèce, c'est-à-dire les côtes méridionales de la péninsule italienne. Et en 540 avant Jésus-Christ, il a remporté le championnat de lutte entre garçons, puis il a gagné 5 Jeux olympiques d'affilée, battant tous ses autres concurrents comme s'il se battait contre des enfants. Il domina les Jeux olympiques, les Jeux ismiques, les Jeux de Némée et tous les autres tournois qui l'autorisaient à concourir. Mais comment Milan est-il devenu si fort? Et si vous pensez qu'il soulevait des poids à la salle de sport, vous n'avez pas si tort que ça. La stratégie de Milan pour développer sa force consistait d'abord à hisser un jeune veau sur ses épaules. Il le faisait tous les jours jusqu'à ce que le veau devienne un taureau adulte. Milan était si fort qu'il pouvait soulever un taureau adulte, selon les légendes, sur ses épaules comme si de rien n'était. Il était également supposé manger 9 kg de viande, 9 kg de pain et près de 8 litres de vin par jour. Bon, après 8 litres de vin, je pense pas qu'il était capable de soulever grand chose. Mais quoi qu'il en soit, les chercheurs modernes restent partagés quant à la légitimité de Milan de Crotone. Les archives semblent suggérer qu'il a remporté un nombre impressionnant de combats de lutte. Il s'agissait probablement d'une personne réelle, dotée d'une force incroyable, mais il est peu probable qu'il ait pu soulever un taureau entier au-dessus de sa tête. On ne sait pas exactement quand il est mort, mais la légende de Milan raconte qu'il s'est coincé le bras dans un arbre et qu'il a été mangé vivant par des loups. Et avec tout ce qu'il bouffait, les loups ont dû s'empiffrer. Le démon dans la pierre. Dans la légende japonaise, le Sesoseki, excusez-moi pour la prononciation, est une pierre très puissante, connue sous le nom de pierre qui tue. Et on dit qu'elle renferme l'esprit d'un démon invincible. Ceux qui touchent la pierre sont censés connaître de très grands malheurs, mourant le plus souvent prématurément et dans des circonstances pour le moins douteuses. Mais cette pierre vient de se briser et dans son sillage, elle a déclenché une tempête de paranoïa superstitieuse au Japon. Elle aurait également libéré un esprit maléfique prêt à se venger. L'esprit, précédemment contenu dans la pierre, appartenait à un renard maléfique à 9 queues, Tamano nommé. Et si cette histoire vous rappelle quelque chose, oui, on pense qu'elle a inspiré le renard à 9 queues du célèbre animé Naruto. Le renard prenait la forme d'une belle femme nommée Tamano nommée et complotait pour tuer l'empereur, mais un héros l'en empêcha. Le héros a emprisonné son esprit dans la pierre, qui a ensuite été laissé près des montagnes de Nasu. On ne sait pas exactement quand tout cela s'est produit, car l'histoire a été transmise par d'innombrables générations, mais ce n'est qu'en 1957 que la pierre a été classée comme un site historique officiel. Et lorsque des touristes sont arrivés pour voir la pierre un week-end de 2022, ils ont été choqués de constater qu'elle s'était fondue en deux. L'office du tourisme local a déclaré que la roche s'était probablement fondue à cause de la pluie et des températures glaciales. Mais certains craignaient que l'esprit du diabolique renard se soit échappé de sa prison éternelle et qu'il ait fondu la pierre par sa propre force. Mais que la légende soit vraie ou non, certaines personnes restent tout de même effrayées. Êtes-vous du genre superstitieux? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et tant que vous y êtes, n'hésitez pas à vous abonner. Saint-Patrick. Chaque année, le 17 mars, des gens partout dans le monde s'habillent en vert pour célébrer la Saint-Patrick. Mais les légendes sur Saint-Patrick sont-elles vraies? A-t-il réellement chassé tous les serpents d'Irlande? La Saint-Patrick est synonyme de défilé, de bière verte et de célébration d'une histoire dont la plupart des gens ignorent tout hélas. Et si la Saint-Patrick est célébrée le 17 mars, c'est parce que c'est à cette date que Saint-Patrick est mort, au 5e siècle de notre ère. Mais saviez-vous que Saint-Patrick n'était même pas irlandais? Saint-Patrick est né en Grande-Bretagne à la fin du 4e siècle de notre ère. Il a ensuite été enlevé par des pirates irlandais.
Il a été vendu comme un esclave à un prêtre celte en Irlande du Nord. Il a été contraint de travailler comme berger pendant près de 6 ans avant de s'enfuir en Grande-Bretagne. Et il n'est revenu en Irlande que bien plus tard, parce qu'il voulait convertir les habitants qu'il considérait comme des sauvages impies. Et sa solution a été de fonder un poste de missionnaire chrétien. Il est célébré en Irlande comme un véritable saint, alors qu'il ne voulait qu'une part de vengeance, une vengeance christique pour avoir été injustement réduit en esclavage. Et la légende la plus connue associée à Saint Patrick est celle des serpents. Saint Patrick se serait tenu sur une colline dans la campagne irlandaise et a demandé à tous les serpents d'Irlande de glisser leur corps de serpent dans la mer. C'est une autre raison importante pour laquelle il est célébré aujourd'hui. Il est censé avoir chassé tous les serpents, on ne peut pas vraiment reprocher aux Irlandais de s'en réjouir. Mais selon la science, il n'y a jamais eu de serpent en Irlande. En fait, on n'a jamais retrouvé le moindre serpent dans des fossiles. Saint Patrick est l'un des exemples les plus étranges de personnages dont la légende est crue mais probablement fausse, en tout cas en majeure partie. La légende de Mulan. Mulan est bien connu de nos jours en tant que film d'animation de Disney. D'ailleurs, il a tellement été apprécié qu'une version prise de vue réelle en a été tirée. Mais ce que beaucoup de fans ignorent, c'est que le personnage de Mulan est en fait basé sur une ballade chinoise. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que la ballade pourrait être basée sur une personne bel et bien réelle, prénommée Mulan dans l'histoire de la Chine. Les premières preuves écrites de l'existence de Mulan remontent aux dynasties du Nord, entre 386 et 581 de notre ère. La ballade de Mulan ne compte pas plus de 300 mots et décrit l'histoire d'une jeune fille qui s'habille en homme pour s'engager dans l'armée à la place de son père. C'est exactement la même histoire que celle du film. Et à la fin de la ballade, Mulan est célébrée comme l'un des meilleurs et des plus puissants guerriers. Puis, elle révèle qu'elle est en fait une femme. Et bien qu'il n'y ait aucune preuve directe de cet événement, la ballade donne quelques indices. Le poème épique mentionne 2 lieux principaux, le fleuve jaune et la montagne Yan. Cela suggère que la ville natale de Mulan se trouvait quelque part à proximité de ces 2 points de repère. Et le poème suggère également que Mulan était membre d'un groupe de nomades appelé les Tuoba, un clan venu du nord de la Chine qui a établi la dynastie des Wei du Nord. En effet, dans le poème, l'empereur porte le titre de Khan, ce qui laisse supposer que Mulan était issue d'une société nomade, elle-même issue de la scission des Mongols. Ces peuples étaient connus pour accorder aux femmes un statut respecté dans la société, alors que ce type de comportement s'est finalement perdu en Chine. Il est donc tout à fait possible que Mulan ait réellement existé, qu'elle ait été remémorée et que son histoire ait été transmise par la poésie. Et la technologie de cette civilisation antique dépasse de très loin notre compréhension. Découvre-la en cliquant sur cette vidéo. Et pour finir, merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Les grottes de la vallée de la mort. L'année 1947 a vu l'émergence d'une histoire extraordinaire. Cette histoire remonte à 1931 lorsqu'un explorateur, le Dr F. Bruce Russell, a posé le pied dans les étendues désolées de la vallée de la mort en Californie. Médecin retraité de l'Ohio, Russell se serait lancé dans une quête qui allait bientôt l'élever au rang d'énigme historique. Alors qu'il était apparemment à la recherche de mines, Russell est tombé sur un labyrinthe de grottes et de tunnels. En parcourant les sombres recoins des cavernes, Russell aurait fait une étonnante révélation. Des restes momifiés d'une ampleur jamais vue auparavant, ces momies se distinguaient par leur taille stupéfiante, atteignant apparemment 2,5 mètres de haut. Ces figures humanoïdes colossales reposaient apparemment dans des cercueils de granit dont les surfaces étaient ornées de hiéroglyphes rappelant ceux des anciennes tombes égyptiennes, en tout cas selon le récit de Russell. Les implications de ces découvertes étaient très importantes, suggérant l'existence d'une quelconque civilisation ancienne. Et si l'histoire semble très étrange, elle devient encore plus folle car l'expédition de Russell aurait déterré des artefacts indiquant la présence de mammouths, de tigres à dents de sabre et d'une multitude de reliques indiquant l'existence d'une civilisation avancée oubliée prétendument. S'étendant sur une superficie de près de 400 km², selon les dires de Russell encore, dans la vaste étendue de la vallée de la mort, ces tunnels recèlent des mystères qui continuent de laisser les explorateurs et les chercheurs perplexes.
Bien entendu, comme vous l'avez peut-être déjà deviné, aucune preuve n'est jamais venue corroborer l'histoire et celle-ci a été rejetée à de très nombreuses reprises. D'ailleurs, l'existence même de Russell est encore non établie et selon l'histoire, Russell aurait disparu, laissant seulement son véhicule abandonné dans une partie isolée de la vallée de la mort avec un radiateur cassé. Ce qui est d'ailleurs très commode pour l'histoire. Mais voilà, mais c'était sûr en fait! C'était sûr! Et un incident survenu dans les années 1920 rappelle le récit de Russell et ajoute à l'aura du mystère. Un prospecteur du nom de White raconta qu'il était tombé dans le sol d'une mine abandonnée près de Wingate Pass, une autre partie de la vallée de la mort. Et la description de sa découverte est presque similaire, comme s'il avait copié la même histoire. Mais il ne le ferait jamais, au grand jamais, bien sûr. Un labyrinthe complexe de chambres abritant des momies à l'aspect étrange, des trésors et une section de la grotte qui émettait une lumière mystérieuse. Tiens, ça c'est nouveau. Cependant, lorsque White tenta de guider les archéologues vers le site, il fut bien sûr confronté à une disparition déconcertante. L'entrée s'était apparemment volatilisée. Quelle surprise! Personne ne l'a vu venir. Mais oui, c'est clair! Mais l'absence complète de preuves n'a pas empêché les explorateurs de mener des expéditions, plusieurs d'ailleurs, mais aucune n'a jamais rapporté de preuves concrètes. Les papyrus de la mer Rouge. Il y a une dizaine d'années, Pierre Talley s'est lancé dans un périple de recherche guidé par les notes énigmatiques d'un voyageur anglais du 19e siècle. Ces documents énigmatiques l'ont conduit dans un coin très isolé du désert égyptien où il a fait une découverte étonnante et qui allait tout de même changer l'histoire. Au plus profond d'une falaise de calcaire, à l'abri des regards modernes, se trouvaient plus d'une douzaine de grottes. Ces cavernes isolées, loin de l'agitation des villes modernes, sont devenues le centre d'intérêt de l'exploration de Talley en 2011. Et en s'enfonçant plus profondément dans les grottes, il s'est rendu compte qu'elles avaient eu une fonction remarquable dans les temps anciens, à savoir des entrepôts de stockage. Il y a 4600 ans, les Égyptiens utilisaient ces grottes comme des espaces de stockage sécurisés, abritant des pièces de bateaux, des matériaux de construction et divers trésors, tous soigneusement conservés à travers les âges. Cependant, la découverte la plus importante a eu lieu en 2013 lorsque Pierre Talley a mis au jour un trésor de rouleaux de papyrus gravés de hiéroglyphes très complexes. Et ces rouleaux sont tout bonnement reconnus comme les plus anciens papyrus connus au monde entier. Et ce qui rend ces découvertes vraiment remarquables, c'est qu'ils ont été inscrits par les mêmes personnes qui ont construit la grande pyramide de Khéops, les mêmes hommes qui ont construit une merveille qui existe encore aujourd'hui. Et cette découverte a changé l'histoire d'une manière majeure. Il y avait désormais des preuves écrites de l'existence de ces bâtisseurs légendaires. Et parmi ces écrits anciens, on trouve les réflexions méticuleusement consignées d'un homme nommé l'inspecteur Merer. Son journal offre une fenêtre unique sur la vie quotidienne de ceux qui ont joué un rôle central dans la construction de la pyramide. Et si ces textes peuvent sembler banals à première vue, ils offrent un aperçu très profond des routines et des responsabilités des anciens ouvriers qui chargeaient des bateaux de pierre colossales. En outre, ces découvertes incroyables dissipent toute idée fantaisiste concernant la construction des pyramides. Elles prouvent très clairement qu'il s'agissait bien d'une entreprise humaine où des ouvriers rémunérés extrayant la pierre, la transportaient par bateau et contribuaient à la construction de l'un des monuments les plus emblématiques du monde entier. Étrange figurine de l'âge glaciaire. Dans une grotte isolée, près de Schecklingen, en Allemagne, des scientifiques ont fait une découverte vraiment déconcertante. Une mystérieuse figurine datant de l'ère glaciaire. Cette grotte, classée au patrimoine mondial de l'humanité, a servi d'habitat aux premiers hommes pendant cette époque glaciaire. Cette étrange figurine en ivoire a toutefois laissé les chercheurs très perplexes. Elle défie toutes les conventions connues en matière de représentations animales dans le monde naturel et durant la préhistoire. Cet artefact particulier constitue une énigme. Son identité reste un mystère. Pourrait-elle représenter une créature qui n'a pas encore été découverte par la science, ou bien une bête fantastique issue d'une mythologie ancienne, ou peut-être même une représentation d'ours aux formes étranges?
Découverte en 1999 dans la grotte de Hohlefels, cette figurine a d'abord été considérée comme un fragment d'une figurine de cheval. Le professeur Nicolas Conard, de l'université de Tübingen a toutefois démenti cette hypothèse. Selon Nicolas, son équipe n'a pas encore pu déterminer avec certitude l'espèce que la figurine est censée représenter. Bien qu'elle puisse ressembler à un lion des cavernes ou même un ours des cavernes, l'identité exacte reste difficile à déterminer. Certains experts de l'université estiment que les caractéristiques anatomiques de la figurine s'apparentent à celles d'un lion des cavernes, mais les preuves ne sont pas suffisantes pour le confirmer de manière définitive. Sculptée par des chasseurs de l'ère glaciaire, il y a environ 40 000 ans, cette figurine offre un aperçu des efforts créatifs de ces anciens hommes des cavernes qui passaient leur journée dans les recoins faiblement éclairés de la grotte, fabriquant ces formes énigmatiques à la lumière vacillante d'un feu pendant leur temps libre. Grotte de Pentel. La grotte de Pentel, nichée dans la grandeur des monts Pentéliques en Grèce, est un site d'une importance historique considérable, et ce, depuis des millénaires. Les marbres extraits ici ont jeté les bases de structures illustres telles que le Parthénon et d'autres sites athéniens très renommés. Mais la montagne ne recèle pas que des minéraux précieux. Dans ces forêts de pins se cache une caverne, la grotte de Pentel, qui s'étend sur environ 61 mètres de long et s'élève jusqu'à 20 mètres de hauteur. À l'intérieur de cette grotte se trouve un réseau complexe de tunnels dont l'un mène à une ancienne piscine souterraine qui était autrefois considérée par les Grecs comme un portail vers un monde souterrain. La grotte de Pentel perpétue des mythes et des légendes depuis toujours. Dans l'Antiquité, ce lieu était associé au dieu espiègle Pan ou Pan, car les archéologues ont découvert des objets représentant Pan cachés dans les niches de la grotte. Il pourrait s'agir d'un lieu d'activité rituelle dédié à l'honneur de ces divinités malicieuses. Et avec l'avènement du christianisme en Grèce vers le 1er siècle de notre ère, la grotte de Pentel est devenue un véritable refuge pour les ermites religieux et les moines solitaires. Une église en ruine, prétendument construite au XIe siècle, garde l'entrée de la grotte, mais ses véritables origines restent entourées de mystères. Certains pensent qu'il s'agissait d'une église gnostique, mais il n'existe pas de document historique définitif. Et récemment, la grotte de Pentel est devenue un centre d'activité paranormale. Des visiteurs ont affirmé avoir entendu des voix désincarnées résonner dans les profondeurs de la grotte, tandis que des prétendues observations d'ovnis ont été relativement fréquentes dans les années 1960 et 70. Des randonneurs racontent des événements très étranges, comme de la musique lancinante qui s'échappe de l'entrée de la grotte, comme si elle était jouée par le dieu Pan lui-même ou ses nymphes. Et l'un des événements les plus étranges concernant la grotte de Pentel s'est produit en 1977, lorsqu'une organisation énigmatique est arrivée sur les lieux, bouclant la zone avec du fil barbelé et déclenchant des explosions de dynamite dans la grotte. Des bulldozers ont été amenés au sommet de la montagne où la nature de leur activité souterraine est restée complètement secrète. Les spéculations allaient bon train, allant de l'implication de l'OTAN et du gouvernement américain dans l'établissement d'une installation nucléaire à leur supposée découverte d'un portail interdimensionnel qu'ils tentaient d'activer. Et au bout d'un certain temps, l'organisation est partie soudainement, laissant derrière elle un ensemble d'équipements abandonnés. L'église située près de l'entrée a été gravement endommagée et d'étranges couloirs en béton ont été découverts à l'intérieur de la grotte. Mais quel que soit le but des travailleurs, il reste une énigme. Et bien qu'il soit revenu brièvement dans les années 90, le ministère grec de la Culture est intervenu, les obligeant à quitter les lieux. Tout cet épisode reste une énigme. Et aujourd'hui, la grotte de Pentel repose dans un isolement tranquille, dégageant une aura pour le moins troublante. Sanctuaire des Templiers. Au cœur du Shropshire, en Angleterre, se trouve une grotte qui dégage une étrange aura, et à première vue, elle ne ressemble pas vraiment de l'extérieur à une grotte traditionnelle. Cachée à l'ombre d'un arbre dans une campagne sans prétention, une petite entrée ressemble à un trou de lapin surdimensionné. Et si vous tombez dessus, vous y réfléchirez à 2 fois avant de vous y aventurer. C'est un endroit qui semble être la demeure de serpents plutôt qu'autre chose.
Et pourtant, sous la surface de la Terre, cette entrée sans prétention mène aux énigmatiques grottes de Cainton, une structure qui aurait été créée il y a plus de 800 ans par les Templiers. Les Templiers, fondés vers 1118, étaient un ordre de chevaliers créé par le chevalier français Hugues de Pint ou Hugues de Payen, avec pour mission de protéger les pèlerins lors de leur voyage à Jérusalem. Ils étaient réputés pour être l'une des forces combattantes les plus féroces du Moyen-Âge, une réputation qui a perduré jusqu'à leur disparition au XIIIe siècle, orchestrée par le roi de France et le pape. Et selon la légende locale, les Templiers auraient creusé les grottes de Cainton après avoir été qualifiés d'hérétiques par le pape dans le but de créer un lieu de culte clandestin pour Dieu. L'artiste urbain Dominique Wass a proposé que l'une des théories les plus populaires suggère qu'un cruel propriétaire terrien, détenant illégalement 60 esclaves sur sa propriété, était responsable de la création des grottes. Une autre rumeur suggère que les grottes ont été créées par une famille excentrique dans les années 1850 uniquement pour s'amuser. Et une fois descendu dans le trou de lapin, on se retrouve dans ce qui ne peut être décrit comme un tombeau mystique. La grotte présente des arcs sculptés de manière complexe, des allées en grès et des niches gravées dans les murs. Les chambres souterraines présentent un contraste saisissant, certaines zones étant si exiguës qu'il faut ramper à quatre pattes, tandis que d'autres offrent de vastes espaces aux toits caverneux ornés de sigles mystiques. Les grottes de Cainton, avec leur ambiance énigmatique, pourraient être aperçues comme un site où des adorateurs secrets du diable pourraient organiser des cérémonies sataniques. Simultanément, elles évoquent la possibilité d'être un lieu où des Templiers exilés se réunissaient en secret après leur dissolution. Et plus récemment, des cultes locaux ont utilisé les grottes pour leurs propres cérémonies. Certains prétendent même que les anciens druides avaient vénéré des dieux païens dans ces grottes il y a des milliers d'années. La vérité reste cachée et l'âge et l'origine exacte des grottes demeurent une énigme. Gardalam. En 1865, le paléontologue italien Arturo Isel s'est lancé dans une quête de preuves de l'existence d'hommes préhistoriques à Malte. Ses fouilles l'ont conduit à la grotte de Gardalam, ou bien grotte des ténèbres, où il a méticuleusement creusé une tranchée d'environ 18 mètres. Dans ces tranchées, il a découvert des restes de poterie et un os d'hippopotame d'une taille impressionnante. Cependant, cette première découverte a laissé les scientifiques quelque peu sur leur faim. Au cours des années suivantes, de nombreux scientifiques se sont aventurés dans la grotte de Dalam, chacun dans l'espoir d'y découvrir des restes humains. Néanmoins, leurs efforts n'ont cessé de produire des ossements d'animaux préhistoriques. Les fouilles ont permis de collecter un nombre impressionnant de restes d'animaux anciens, principalement des os d'hippopotames, d'éléphants, de loups et de cerfs. Puis, après une exploration approfondie, les archéologues sont tombés sur une découverte étonnante. Des dents humaines très inhabituelles, curieusement fusionnées en une seule racine massive. Ces dents différaient tellement des structures dentaires de l'homme moderne que les archéologues ont d'abord pensé qu'ils avaient mis au jour une nouvelle espèce. Toutefois, en 1969, un dentiste a réfuté ces théories en extrayant une dent similaire d'un individu de la région, révélant qu'il s'agissait davantage d'une mutation génétique que de la preuve de l'existence d'une nouvelle espèce. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, à la suite de la déclaration de guerre de l'Italie à la Grande-Bretagne, la grotte de Dalam a joué un rôle tout à fait différent en étant transformée en abri anti-aérien. Les réfugiés ont cherché à se mettre à l'abri dans la grotte, ce qui a donné lieu à un espace rempli d'occupants entassés et d'innombrables contenants pour la nourriture et l'hygiène. Le mystère le plus perplexe est apparu avec la découverte de croix gravées à l'entrée de la grotte. Les experts se sont demandé si ces croix n'avaient pas été créées par des réfugiés pendant la Seconde Guerre mondiale. Cependant, lorsque des photos d'archives de la grotte datant des années 30 ont fait surface, les chercheurs ont constaté que les croix étaient déjà présentes, ce qui soulève des questions quant à leur origine. La présence des croix est d'autant plus énigmatique que l'histoire de la grotte est préhistorique, sans appartenance religieuse connue. L'âge des croix et l'identité de ceux qui les ont placées là restent très mystérieux. La grotte Gardalam est le dépositaire d'innombrables secrets et de nombreuses questions
attendent encore des réponses. La grotte des singes. Au cœur du Laos, la grotte des singes ou Tampaling a livré une étonnante révélation. De récentes découvertes dans cette ancienne grotte ont révélé la présence d'humains en Asie du Sud-Est il y a près de 86 000 ans. Située à une altitude d'environ 1220 mètres sur une montagne proche de la frontière chinoise, cette grotte a livré deux reliques inestimables. Un fragment de tibia humain et un morceau de crâne. Ces restes humains ont été transportés dans la grotte de la montagne par d'anciennes moussons, et le passage du temps a préservé ce témoignage de l'histoire de l'humanité. Et après une analyse minutieuse et une comparaison avec des structures osseuses humaines modernes, les scientifiques ont identifié sans équivoque ces fragments comme étant humains. Ils n'appartiennent ni à l'homme de Néandertal, ni à aucune autre espèce préhistorique. Ces découvertes ont un poids considérable car elles contribuent au débat actuel sur la date d'arrivée de l'Homo sapiens en Asie. Depuis de très nombreuses décennies, les scientifiques se livrent à des débats et des discussions sur cette question. Ces deux modestes fragments constituent désormais une preuve tangible que l'homme s'est aventuré en Asie il y a au moins 86 000 ans. Fabrice Demeter, expert en paléontologie et en anthropologie de l'Université de Copenhague, a participé à cette étude novatrice. Il a souligné l'absence de recherche anthropologique au Laos jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce qui a conduit à une connaissance limitée de l'archéologie dans ce pays enclavé. Par conséquent, l'histoire préhistorique du Laos reste une énigme non résolue, et l'étonnante datation de ces ossements a déconcerté de nombreux scientifiques. Il est communément admis que l'Homo sapiens n'a quitté l'Afrique qu'il y a environ 60 000 ans, et toutes les données disponibles confirment que la première vague de migration humaine hors d'Afrique a eu lieu il y a environ 60 000 ans. Ces découvertes soulèvent donc la question de savoir comment ce groupe d'humains primitifs a pu atteindre le Laos 26 000 ans plus tôt qu'on ne le pensait. L'une des théories privilégiées des scientifiques suggère qu'il s'agit peut-être d'un groupe d'intrépides qui a tenté de se répandre en Asie du Sud-Est mais qui a connu un destin malheureux. Leur histoire ressemble à celle d'une colonie ratée qui s'est éteinte dans les jungles luxuriantes de la région. Les chameaux de l'âge de pierre. Cachés dans les profondeurs d'une grotte mystérieuse à l'intérieur de la montagne Kapova en Russie se trouve une révélation remarquable. L'image saisissante d'un chameau à deux bosses peinte il y a environ 40 000 ans et qui offre un aperçu alléchant des premières migrations humaines. Cette découverte est d'autant plus étonnante qu'à l'époque de la création de cette œuvre d'art, aucun chameau de ce type ne parcourait les régions montagneuses de Russie. Et plus fascinant encore, les peintures rupestres retrouvées ici présentent des similitudes frappantes avec celles découvertes en France et en Espagne. Ce lien intrigant a conduit les chercheurs à se demander si ce n'est pas la même culture qui a réalisé ces peintures rupestres en Russie et en Europe occidentale en général. Ces voyageurs nomades ont probablement entrepris leur périple il y a environ 50 000 ans. La grotte de Kapova, située à la frontière du Kazakhstan, est un sanctuaire souterrain qui abrite de magnifiques exemples d'art paléolithique. Les parois de la grotte témoignent des talents artistiques des anciens, ornées de représentations de mammouths laineux, de rhinocéros laineux et d'autres créatures paléolithiques. Et la plupart de ces peintures ont été réalisées il y a environ 17 000 ans, mais certaines remontent encore plus loin dans le temps. Les œuvres d'art de la grotte révèlent également des figures anthropomorphes très particulières et qui ressemblent à des divinités hybrides entre l'homme et l'animal. Et les scientifiques supposent que cette culture de chameliers errants utilisait la grotte comme un espace sacré pour des cérémonies religieuses. Bien qu'ils n'aient probablement pas élu domicile dans la grotte, c'est entre ces murs qu'ils se réunissaient pour rendre hommage à leur énigmatique dieu anthropomorphe. Et le destin terrifiant de ce pharaon a laissé les scientifiques sans voix. Découvre-le en cliquant sur cette vidéo.